Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, et vous tous ici en vos grades et qualités, merci de m'avoir invité pour cette audition. Effectivement, je reviens de Syrie où j'ai passé 10 jours. Damas, Alep, Latakia, Tartous. J'étais dans l'est de la Syrie au mois de novembre, dans la région kurde, où j'essaie de me rendre également chaque année pour faire des missions de terrain. Alors, effectivement, début décembre, le régime de Bachar el-Assad s'est écroulé en 12 jours, après une offensive fulgurante du groupe Hayat Tahrir al-Sham, c'est-à-dire le groupe de libération du Levant, et pas seulement de la Syrie, le Levant étant Liban, Syrie, Irak et Israël. Euh, En fait, il n'était pas seul, hein. Il y a eu aussi l'offensive des rebelles du Sud, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Alors je suis désolé, cette carte elle date du 11 décembre, parce que comme j'étais en Syrie, j'ai pas eu le temps de la remettre à jour. Mais c'est l'état des forces actuel, sauf les petites bases russes que vous avez dans l'est de la Syrie, elles ont disparu entre-temps. Les rebelles du Sud sont arrivés en fait les premiers à Damas. Mais HTS leur a demandé d'évacuer la ville pour éviter les conflits, ce qu'ils ont fait. Dans la vallée de l'Euphrate, ce sont des groupes liés à HTS qui ont pris le pouvoir. Il y a quelques bataillons de HTS à Deir ez-Zor, mais c'est tout. En fait, HTS est quand même assez faible. Ils ont quelques dizaines de milliers de combattants, on dit 30 000. Ils sont en train de recruter, évidemment, des locaux, mais c'est assez insuffisant, en fait, pour contrôler l'ensemble de la Syrie. On voit aussi que dans le nord, vous avez l'armée nationale syrienne, qui sont en fait un regroupement de milices pro-turques, pour le coup complètement à la solde de la Turquie, tandis évidemment que les Kurdes continuent à contrôler le nord-est syrien. Ils ont perdu la ville de Manbij récemment au profit justement des milices pro-turques, mais ils tiennent bon sur l'ensemble du territoire, d'autant plus que les Américains ont renforcé leurs troupes dans la région, passant de 1000 à 2000 soldats, pour éviter l'offensive turque sur Kobané qui se préparait. Alors ce pas des soldats qui sont arrivés des États-Unis, ce sont des soldats qui ont été déplacés d'Irak. Il y a 2500 soldats américains en Irak, ils en ont prélevé 1000 pour les déployer dans l'ouest de la Syrie. Mazloum Kobané, le chef des Kurdes, leur a dit très clairement que s'ils ne venaient pas à la rescousse, il ouvrait les portes des prisons où se trouvent les djihadistes et les familles djihadistes à Tel Hol, ce qui a quand même fait pencher la balance en faveur d'un soutien américain. Surtout que Joe Biden, à mon avis, ne voulait pas être le responsable de l'effondrement des Kurdes. Chose que peut-être Donald Trump avait envie de lui faire porter pour tourner une nouvelle page ensuite dans les relations avec la Turquie. Donc, tout le monde est suspendu, évidemment, à ce qui va se passer après le 20 janvier, lorsque Trump prendra officiellement le pouvoir. Et puis, comme vous le voyez aussi sur la carte, vous avez les Druzes qui ont pris le contrôle du Djebel Druze, la province de Soueda. Ils en ont chassé l'armée syrienne, mais ils n'ont pas participé à l'offensive sur Damas, comme on le dit souvent. Et c'était juste pour protéger leur quartier à Damas. Moi, je suis allé dans les villes druzes de la banlieue de Damas, Jalamana, Sarnaya, Djebel Artous, Jdeïde Artous. Tout ça, c'est contrôlé par les milices druzes. Et il n'y a même pas de barrage de Hayat Tahrir al-Sham. Ils cherchent évidemment à éviter le conflit avec les différentes factions, parce que justement, ils n'ont pas totalement la force de contrôler le pays. Et ça en est même à un point où à Alep, vous avez un quartier kurde à Alep qui s'appelle Sheikh Maksoud, kurde, qui a toujours été contrôlé par les YPG, par la milice kurde. Les Kurdes ont profité de l'affaiblissement du régime syrien pour s'emparer du quartier voisin de Ashrafieh, qui est un quartier à majorité arabe. J'y suis allé. Et ils tiennent le quartier avec quelques centaines de combattants. HTS pourrait facilement les chasser de ce quartier, parce qu'en plus c'est un quartier à majorité arabe. Ils n'ont pas un soutien populaire comme à Cher Maksoud, et ils ne le font même pas. Ce qui montre la fragilité du groupe HTS sur l'ensemble de la Syrie. Quant à la montagne alaouite, où je me suis rendu, ils n'osent plus aller chercher les cadres de l'ancien régime dans la montagne alaouite, parce que ils se font prendre dans des embuscades. À Kherbet el-Mez, dans l'arrière-pays de Tartous, il y a eu 16 combattants de HTS qui ont été tués lorsqu'ils ont voulu aller chercher un général alaouite. Le jour où je suis parti, il y avait eu encore trois combattants de HTS qui avaient été tués du côté d'An Sharkieh pour la même raison.
Donc ils font attention. Les Alaouites sont en train de s'organiser en groupe d'autodéfense parce que ils voient des assassinats ça et là, et donc ils n'ont pas envie, une fois qu'HTS sera renforcé, de subir les foudres la vengeance du groupe rebelle. Du groupe pouvoir qui est aujourd'hui au pouvoir. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le régime syrien, il ne s'est pas effondré en 12 jours, il s'est effondré après 13 ans de guerre civile. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner, qui l'a affaibli. Et on peut ajouter aussi quelques décennies de mal-développement. J'en parle abondamment dans la première partie de mon ouvrage. Les problèmes d'eau, les problèmes agricoles, les problèmes économiques, et surtout les problèmes de démographie. Et ça, c'est quelque chose, si je le souligne, c'est parce que pour la Syrie de demain, les problèmes sont toujours là, voire ils sont même pires. Quand vous regardez la croissance de la population syrienne, c'est pas la population de la Tunisie ou même de l'Égypte. C'est plutôt la population du Mali en termes de processus démographique. Avec en plus un taux de fécondité qui a explosé pendant la guerre, parce que vous avez 50 ans de développement qui sont partis en fumée, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'infrastructures, et les filles sont mariées dans l'est de la Syrie à 14-15 ans. Et comme en Syrie, il faut avoir un enfant tout de suite, à 20 ans, vous avez déjà 3 enfants, à 30 ans, vous êtes déjà une mère de famille nombreuse avec 5, 6, 7 enfants derrière vous, même si on n'a pas les moyens de nourrir les enfants. On a une tradition extrêmement féconde en Syrie, ce qui vous explique que malgré la guerre, malgré 8 millions de déplacés syriens, la population syrienne résidente aujourd'hui est quasi équivalente à celle de 2011. Et en plus, vous avez 8 millions de réfugiés à l'extérieur. Vous voyez la pyramide des âges, qui est une pyramide plutôt vraiment d'un pays d'Afrique subsaharienne et pas un pays du bassin méditerranéen. Et puis vous avez évidemment le communautarisme, cet éléphant qu'on ne veut pas voir, qu'on ne voulait pas voir, qu'on ne veut toujours pas voir, qui est fondamental pour comprendre évidemment la situation politique de la Syrie et les conflits que vous avez, parce que si vous superposez la carte du communautarisme en Syrie avec la carte que je vous ai montrée en introduction, vous voyez bien que dans les zones, la zone druze est tenue par les Druzes, le nord-est kurde est tenu par les Kurdes. Bon, évidemment, les Alaouites aujourd'hui sont officiellement sous contrôle de HTS, mais j'aurais dû mettre en blanc la montagne alaouite où les combattants de HTS ne peuvent pas rentrer. Alors, ce nouveau pouvoir, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, il a changé d'apparence. On a un djihadiste d'Al-Qaïda qui est en train de devenir quelqu'un de présentable, qui reçoit abondamment les journalistes étrangers, les diplomates, qui joue, à mon avis, à fond ce qu'on appelle la taqiya, c'est-à-dire la dissimulation. Il serait conseillé par un cabinet de communicants, on m'a dit britannique, financé par le Qatar depuis plusieurs années, pour justement se ripolliner la façade et paraître présentable auprès des Occidentaux surtout. Alors il reçoit du matin au soir des journalistes, des chercheurs qui peuvent porter la bonne parole à l'extérieur, comme l'International Crisis Group, qui était présidé par Rom Maleh, des journalistes qui peuvent répercuter évidemment cette métamorphose afin qu'on puisse penser bien que c'est quelqu'un qui se normalise, qui se déradicalise, qui devient acceptable. Bon, moi je n'y crois absolument pas du tout. Ça fait des années que je travaille sur la Syrie, sur le groupe Hayat Tahrir al-Sham. Lorsque j'étais au Washington Institute, j'ai fait plusieurs papiers indiquant comment il avait pris le pouvoir à Idlib, comment il avait imposé un totalitarisme islamique, comment il éliminait les opposants. Il n'élimine pas les opposants comme Daesh le faisait. Tous les vendredis, on décapitait à Raqqa au carrefour des têtes coupées. Non, on assassine sans revendication. Et c'est ce qui est en train de se passer en Syrie aujourd'hui, avec des gens qui sont tués, qui disparaissent, qui sont victimes d'accidents. Bon, j'ai plusieurs exemples que les gens m'ont raconté à l'attaquer, où il y a quelqu'un qui se fait assassiner.
On appelle HTS, HTS arrive et dit ah bah désolé c'est pas nous, c'est un groupe incontrôlé, c'est une autre milice, mais nous on n'y est pour rien. En fait ils essaient de jouer les gentils. Quand il y a des gens qui viennent piller des maisons, les voisins, les villageois appellent les forces de sécurité, c'est-à-dire HTS, et HTS constate que voilà, mais ils essaient de se défendre en disant que c'est pas eux. Faut pas être dupe, hein, il y a les mauvais, les méchants, et puis il y a les gentils HTS. Hein, c'est comme ça qu'ils essaient qu'ils essaient d'apparaître. Ce nouveau pouvoir, donc, il est issu d'un groupe djihadiste, le Front al-Nosra, qui lui-même est une émanation d'Al-Qaïda en Irak. Mohamed al-Shara, il est devenu Abu Mohamed al-Jolani, le Golan. Hein, c'est vrai que sa famille est originaire du Golan, mais enfin, même s'ils ont toujours vécu à Damas. Il est parti faire le coup de feu contre les Américains en Irak en 2004. Il a passé 5 ans dans la prison d'Abu Ghraib en Irak, où il a rencontré tous les cadres d'Al-Qaïda, dont al-Baghdadi, qui ensuite l'a aidé à former le groupe Jabhat al-Nosra, le Front al-Nosra, qui est rentré en Syrie en juillet 2011 et qui a organisé des coalitions contre le régime d'Assad et qui se montrait extrêmement efficace sur le terrain contre le régime syrien, ce qui lui valait évidemment des subsides des pays arabes du Golfe, de la Turquie et même de la France, puisque le président Hollande a reconnu à 2 reprises qu'on avait fourni des armes à Al-Nosra en 2013. À l'époque, on niait, côté français, on niait qu'il était membre d'Al-Nosra, qu'il était membre d'Al-Qaïda, et on s'en est rendu compte, enfin, même si les Américains l'avaient mis sur la liste terroriste dès le mois de novembre 2012, la France avait attendu à l'époque mai 2013 pour le faire, affirmant qu'il n'avait pas de preuve qu'ils étaient bien membres d'Al-Qaïda. Et il a fallu qu'Al-Jolani demande une fatwa à Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, pour le litige qu'il opposait à al-Baghdadi, pour qu'on se rende compte qu'officiellement il était bien membre d'Al-Qaïda et qu'on le mette sur la liste des organisations terroristes. En 2016, il y a eu une rupture avec Al-Qaïda. En fait, il a changé de nom à l'époque. Il s'est appelé Hayat al-Sham, donc mouvement du Levant, ce qui va devenir ensuite Hayat Tahrir al-Sham, mouvement de libération du Levant. Et à cette occasion, il ne renouvelle pas son allégeance à Al-Qaïda. Et il explique très gentiment à Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, que Alep va tomber entre les mains des mécréants. C'est l'époque où l'armée russe, les Iraniens, le régime syrien reprennent Alep-Est. Et donc il a besoin de soutien occidental, de soutien militaire, financier, pour monter une coalition pour empêcher Alep-Est de tomber. Et évidemment, le fait d'être membre d'Al-Qaïda, ça finit quand même par bloquer le soutien à son égard, d'autant plus qu'à partir de juin 2014, Barack Obama, je dirais, siffle la fin de la récréation en créant la coalition internationale anti-Daesh et en disant aux pays du Golfe, à la Turquie, d'arrêter de financer un petit peu n'importe qui, dont des groupes djihadistes qui peuvent se retourner contre nous. Et donc c'est à cette occasion qu'il va officiellement rompre avec Al-Qaïda. Mais c'est un divorce à l'amiable en fait, pour des raisons purement tactiques. Et autour de lui restent évidemment des groupes toujours membres d'Al-Qaïda, les Ouïghours du Parti islamique du Turkestan, qui ont joué un rôle majeur dans la dernière offensive, et les groupes comme Huras ad-Din, les gardiens de la religion, toujours membres d'Al-Qaïda, Katibat al-Khuraba, Katiba, le régiment, le régiment des étrangers, un terme islamique pour définir les étrangers, dans lequel vous avez le fameux Omar Sy, un Français d'origine sénégalaise qui, au nord d'Idleb, a un groupe d'à peu près 200 ressortissants français, membres d'Al-Qaïda. Donc voilà qui sont réellement les nouveaux maîtres de la Syrie. Bien sûr, il a le soutien du Qatar,
de la Turquie. La Syrie, le Liban, l'Irak, on est dans ce qu'on appelle en géopolitique un espace géopolitique tampon, où vous avez les différentes influences voisines qui s'affrontent. Et c'est grâce à un accord, je dirais, tacite entre Israël et la Turquie qu'il a pu lancer son offensive, comme je l'expliquerai un peu plus tard, avec sans doute évidemment l'assentiment de Washington. Reste à convaincre aujourd'hui les Saoudiens et les Émiratis qui sont assez mécontents de ce qui se passe à Damas, parce qu'on a quand même un gouvernement, on va dire, à minima salafo-frériste qui se met en place et qui est déjà peut conduire à une contagion vers les pays du Golfe et en particulier vers l'Égypte, l'Égypte étant le pays le plus opposé au nouveau régime à Damas. Et puis vous avez également les Saoudiens, les Émiratis qui sont assez furieux de voir la Syrie devenir en fait une province turque dans le cadre de la stratégie néo-ottomane d'Erdogan. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Bon, ce que je peux dire très rapidement, c'est qu'il y a deux scénarios extrêmes. C'est-à-dire une dictature islamique, comme il l'a fait à Idlib, ou alors l'explosion du pays, parce qu'il ne parvient pas à unifier les différentes factions islamiques derrière lui. Parce que vous avez une opposition entre les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'axe Qatar-Turquie qui provoque une lutte interne en Syrie, les Saoudiens finançant par exemple les rebelles du sud de Ahmad Oda contre Al-Jolani. Les Alaouites, les Druzes, les Kurdes en profitent pour se renforcer et prendre leur contrôle de leurs fiefs dans les périphéries. Et donc on peut avoir aussi ce phénomène. Ça, c'est les deux scénarios extrêmes. On a aussi un scénario moyen. Quel sera-t-il? Une unité plus ou moins fragile, avec une dictature islamique sur les territoires qu'il contrôle, ou véritablement une explosion du pays qui se rapproche d'une fragmentation à l'irakienne. Enfin bon, tous les scénarios sont possibles. Mais en tout cas, s'il y a un scénario qui ne va pas s'imposer, c'est bien celui d'un gouvernement inclusif, laïque et démocratique. Ça, je peux vous le garantir. Faut pas y compter. Bien. Très rapidement, parce que je vais laisser du temps pour les questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais aborder deux thèmes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le régime tombe si vite? Et puis la situation actuelle. Bon, très rapidement sur ce qui s'est produit sur la chute des régimes. C'était la situation donc en 2018. Bachar el-Assad avait pratiquement gagné. Il lui restait à éliminer la zone d'Idlib, pour faire simple. Cette zone d'Idlib réduisait progressivement. Il a lancé une offensive en 2020 contre Idlib avec l'appui des Russes et des Iraniens, enfin 2019-2020. Et la Turquie s'y est opposée. La Turquie s'y est opposée pour deux raisons, parce qu'elle n'avait pas envie d'avoir 2,5 millions de réfugiés supplémentaires sur son territoire, et parce qu'elle voulait garder la carte d'Idlib dans le cadre de l'échange de l'accord tacite qu'elle avait avec la Russie, qui était je prends un morceau des Kurdes, tu prends un morceau d'Idlib. Je prends un morceau des Kurdes, tu prends un morceau d'Idlib. C'est comme ça que ça fonctionnait entre les Russes et les Turcs. Le régime syrien avait repris une grande partie d'Idlib, Alep, Damas, le sud, et en échange, les Russes avaient laissé par exemple, le régime turc s'emparer d'Afrin, et puis ensuite il s'est emparé de Ras el-Ain, Tel Abyad, mais après, ça a bloqué. On a eu le Covid, mais pendant le Covid, évidemment, il est difficile de lancer des offensives militaires. Et puis ensuite, on a eu la guerre en Ukraine. Et à partir de là, les Russes ont expliqué à Bachar el-Assad qu'il n'était pas question de lancer une nouvelle offensive sur Idlib, parce que ça allait mécontenter la Turquie. Or, ils avaient besoin évidemment de la neutralité bienveillante de la Turquie dans la guerre en Ukraine, notamment pour paralyser l'OTAN. On a vu le rôle qu'a joué la Turquie lorsque la Suède et la Finlande ont voulu rentrer dans l'OTAN, tout le chantage qu'ils ont pu mener.
Et pendant ce temps-là, évidemment, eh bien, HTS en a profité pour se renforcer, sachant qu'une fois que la guerre en Ukraine serait terminée, les forces russes seraient présentes, on n'aurait plus besoin de ménager la Turquie, et il risquait d'être évidemment victime d'un nouvel accord Turquie-Russie. Ce qui s'est produit ensuite, ben évidemment, c'est le 7 octobre, hein, le 7 octobre qui a tout bouleversé. Le régime syrien tenait, parce qu'il y avait 50 000 miliciens chiites, Hezbollah plus milices chiites iraniennes qui le soutenaient. La communauté alaouite ne le soutenait plus parce qu'elle était complètement exsangue. Un homme sur 4 était mort pendant la guerre, un autre sur 4 était blessé. Ils étaient payés 10-15 $ par mois, ils étaient rackettés par leurs officiers. Les soldats sunnites n'avaient pas envie de se battre, évidemment, pour le régime de Bachar el-Assad. Un régime qui était devenu d'une prédation absolument incroyable. Enfin, tous les gens que j'ai rencontrés m'ont expliqué la façon avec laquelle ils rackettaient les commerçants, les industriels, la moindre activité. Donc, ils étaient devenus insupportables pour l'ensemble de la population. Plus personne ne les soutenait, mais y compris dans leur fief de Kardaha, où les gens eux-mêmes, quand Bachar s'est sauvé, ont brûlé ses photos, ce qui montre bien que même dans son fief, il n'était plus comment dire, soutenu. Ceux qui avaient le plus intérêt à le soutenir, évidemment, c'était les Iraniens, parce que les Iraniens ont cette stratégie de l'axe iranien vers la Méditerranée, ce qui leur permet de ravitailler le Hezbollah en missiles en passant par la Syrie. Or, la Syrie, c'était le maillon faible de cet axe iranien, puisque après le 7 octobre, Israël évidemment s'est attaqué à la menace proche, le Hamas. Ensuite, l'autre menace proche, le Hezbollah, mais pour en finir véritablement avec le Hezbollah, il fallait l'empêcher de pouvoir se ravitailler en armes via la Syrie. Et donc il fallait affaiblir le régime d'Assad, soit tuer Assad directement. Je l'ai expliqué dans quelques articles que la stratégie israélienne à l'égard d'Assad avait changé à partir de 2021, puisqu'ils se rendaient compte que la Syrie était devenue une colonie iranienne et que Assad n'avait plus aucun pouvoir sur le territoire. Donc soit le tuer afin que ça s'écroule comme un château de cartes, et on a bien vu que quand le chef est parti, ça s'est vraiment écroulé comme un château de cartes, ou alors affaiblir le dispositif iranien en Syrie par des frappes massives. C'est ce qui s'est passé à partir d'octobre 2023 et tout au cours de l'année 2024. Une offensive sur le sud Liban qui a obligé le Hezbollah à revenir au Liban. Les milices chiites irakiennes étaient retournées en Syrie, et à partir de là, eh bien, il était très simple pour Hayat Tahrir al-Sham, avec l'appui turc, le financement qatari, de s'emparer de la Syrie. Et aujourd'hui, évidemment, l'axe iranien, il est coupé. Beaucoup d'inquiétudes évidemment au Liban. Alors j'ai laissé le Liban en jaune, là, après la carte date de début décembre. Mais maintenant on pourrait le changer de couleur, puisque le Hezbollah n'est plus aussi puissant qu'auparavant évidemment au Liban. On ne peut plus considérer que le Liban se trouve réellement dans l'axe iranien, surtout après l'élection de Joseph Ayoun et de Nawaf Salam comme Premier ministre. Et en Irak, vous avez évidemment beaucoup d'inquiétudes. Comme on dit, la famille chiite à Bagdad est très inquiète de ce qui se passe en Syrie. Très peur que, évidemment, les sunnites irakiens relèvent la tête, eux aussi, et en profitent pour reprendre le pouvoir à Bagdad. Ça sera quand même un peu plus difficile, parce que la population chiite en Irak, c'est quand même 60% de la population. Et je pense que l'Iran défendra davantage l'Irak que la Syrie. La Syrie était devenue un boulet financier pour l'Iran. Ils ont dépensé officiellement 35 milliards de dollars depuis 2011 pour soutenir l'économie syrienne, et plus l'aide militaire conséquente qu'ils ont apportée. Et en Iran, beaucoup de gens quand même se posaient la question de savoir est-ce que c'était bien utile de dépenser tout cet argent sur la Syrie, alors que la population iranienne souffre de restrictions. En revanche, l'Irak, c'est un peu la vache à lait de l'Iran. Le pays est mis en coupe par les Iraniens. Ils s'en servent aussi pour blanchir leur argent, pour contourner les sanctions. Donc ça leur est davantage indispensable que la Syrie. Donc voilà très rapidement pourquoi le régime s'est effondré. L'axe iranien est donc coupé.
Et toute la question est de savoir aujourd'hui, la Syrie, dans quel camp elle va se trouver. Est-ce qu'elle va se trouver sous contrôle, on va dire, turco-qatari, ou sous contrôle, ou un partage avec l'Arabie saoudite. Deux pays qu'on peut qualifier aujourd'hui d'alliés distants des États-Unis, parce qu'ils ont pris une très large autonomie stratégique par rapport évidemment aux pays occidentaux. Et ça va compliquer évidemment, en tout cas pour nous Européens, et généralement pour nous les Occidentaux, notre influence, notre action sur la Syrie, parce que nous n'avons guère de cartes. En tout cas les Européens, on n'a pratiquement aucune carte. Les États-Unis en ont davantage, avec évidemment leur présence dans le nord-est syrien. Pour les États-Unis, il me semble que la Syrie est intéressante dans le sens où c'est le moment historique de pouvoir faire la paix avec Israël. Et en permettant d'ailleurs à Israël de garder le Golan. Et si les États-Unis ne lèvent pas les sanctions sur la Syrie, les pays arabes du Golfe n'oseront pas soutenir financièrement le nouveau régime, et très rapidement il va avoir des difficultés. Et donc je pense que dans la corbeille, dans les arguments pour la levée des sanctions, même si ce n'est pas dit officiellement, il y a quand même une très forte pression sur Al-Jolani pour qu'il fasse la paix avec Israël. Mais est-ce que quelqu'un qui s'est appelé Al-Jolani pendant 25 ans peut abandonner le Golan à Israël? Ça, c'est quand même une question, et qui risque de lui causer des problèmes avec ses amis d'Al-Qaïda, si lui n'est plus membre officiellement d'Al-Qaïda. Le pays, comme vous le voyez, est divisé. Je vous explique en introduction les différentes fractures. Sa priorité aujourd'hui, c'est de réunir les différentes factions islamistes sous son contrôle, mais pour ça, il a besoin d'argent, donc il y a la question des sanctions. Et s'il est aussi aimable avec les Occidentaux, c'est justement pour que les sanctions soient levées, afin qu'ils puissent bénéficier d'une aide conséquente des pays du Golfe, du Qatar en particulier, qu'ils ne le feront pas si ils n'ont pas le feu vert des États-Unis. Et j'en ai eu confirmation par des diplomates américains au mois de décembre. Il a besoin évidemment que son gouvernement soit reconnu internationalement. Et pour cela, il faut qu'il montre évidemment des signes de bonne volonté à l'égard des minorités. Donc, effectivement, il n'y a pas de problème tellement à l'égard des chrétiens, à l'égard des alaouites, des druzes, de tout le monde. En Syrie, les femmes continuent à se promener sans voile pour celles qui le souhaitent. Il y a quand même une petite pression. On distribue des abayas islamiques à Alep. Dans les ministères, des amis m'ont dit que des personnes qui n'étaient pas voilées, maintenant elles arrivent voilées, parce que, alors par pression, par opportunisme, on peut se poser les questions, évidemment. Mais en tout cas, ça reste vraiment très tolérant pour l'instant, parce qu'il n'a pas les moyens, tout simplement, d'imposer son totalitarisme. Quand il l'aura, à mon avis, les choses vont changer, parce que quand on regarde un petit peu ce qui s'est produit à Idlib, on a quand même un émirat islamique en bonne et due forme dans cette région. Alors les gens vous disent oui, mais Idlib, c'est pas l'ensemble de la Syrie, etc. Malheureusement, la société syrienne a beaucoup changé depuis 2011. Les 3/4 des chrétiens sont partis. Les classes moyennes, les classes supérieures sont exsangues. Beaucoup sont partis également. Et puis, donc ce sont en fait les gros bataillons de gens des classes populaires, des campagnes, des petites villes, des banlieues très conservateurs qui aujourd'hui représentent l'essentiel de la population syrienne. Alors on dit c'est une mosaïque, etc. Oui, mais enfin la mosaïque a quand même bien réduit. On a quand même un élément arabe sunnite aujourd'hui qui représente plus de 70% de la population. Vous avez 10% de Kurdes, 10% d'Alaouites, 1 à 2% de chrétiens, 3% de Druzes. C'est quand même l'élément arabe sunnite qui domine. Et parmi eux, des gens quand même très conservateurs et assez pauvres. Est-ce que ceux qui sont à l'étranger vont vouloir revenir? Les pauvres, oui. Ceux qui sont dans des conditions déplorables en Syrie, en Liban, je veux dire, en Jordanie, en Turquie, ils reviendront. Mais ceux qui sont en Europe, ils vont pas revenir. Les enfants sont scolarisés en Europe,
Ils ont du travail, ils sont dans l'attente d'un passeport français ou allemand, et ils vont pas revenir en Syrie, même s'ils le prétendent, devant les journalistes. De toute façon, revenir dans un pays ruiné où les gens gagnent 20 à 30 dollars par mois, où il n'y a pas d'électricité, où il y a une insécurité, et où on ne sait pas où ça va. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment une très très grande inquiétude, et pas seulement chez les chrétiens ou les alaouites, mais chez tout le monde. L'enthousiasme du départ aujourd'hui fait place évidemment à l'inquiétude. L'inquiétude d'un retour de la guerre civile, l'inquiétude du marasme économique, et des arrestations. Enfin, tout le monde est en position d'attente. Ça fait 2 mois que l'économie est complètement arrêtée. J'ai visité pas mal d'industriels à Alep, enfin ceux qui restent. Leurs ateliers sont complètement arrêtés. Complètement arrêtés parce que ce sont des 2 heures d'électricité par jour. Et puis parce que la frontière avec la Turquie est complètement ouverte et vous avez tous les produits turcs qui rentrent sans taxe, sans contrôle en Syrie. Vendus soit dans des magasins, soit par des camelots dans les rues, sur les trottoirs. Ça a été complètement envahi par l'économie informelle. Alors on peut se dire, oui, c'est parce qu'il y a du chaos, alors il se passe n'importe quoi, mais le nouveau pouvoir va remettre les choses en ordre. C'est pas sûr, parce que quand on regarde ce qui s'est passé en Tunisie, par exemple, lorsque Al-Nahda, le parti frères musulmans, est arrivé au pouvoir, ils ont complètement sacrifié l'économie nationale tunisienne qu'avait créée Bourguiba, parce que Bourguiba avait créé cette économie nationale en même temps qu'il construisait l'État-nation tunisien. Mais l'objectif d'Al-Jolani et de ceux qui sont autour de lui, c'est pas de construire un État-nation, c'est de construire l'Oumma, l'unité des croyants. Par conséquent, ils sont extrêmement libéraux sur le plan économique, mais ils sont contre l'État-nation et tout ce qui rappelle l'État-nation. Et en Tunisie, on a vu dans les années 2010 donc se développer une économie informelle qui a complètement massacré les activités, enfin notamment l'industrie nationale. Et je pense que ça va être exactement la même chose à l'égard de la Syrie. De toute façon, on voit bien que ce pas des gens qui sont très capables de gouverner le pays et de lancer une politique d'industrialisation ou de soutien aux activités nationales. Donc, beaucoup de peur. Les chrétiens qui ne sont plus que 200 à 300 000 en Syrie aujourd'hui, alors qu'ils étaient 1,2 million avant la guerre, les valises sont prêtes, ils sont prêts à partir. Et malheureusement, je crois que le meilleur service qu'on peut leur rendre, c'est de favoriser leur départ, en favorisant une politique de visa, parce que franchement, plus personne n'a envie de vivre dans une république islamique. Les alaouites, les laïcs, tous ceux-là sont aussi très désireux de partir parce qu'ils auront du mal à vivre sous ce nouveau régime. Les alaouites, en fait, passent pour les boucs émissaires de 50 ans de régime d'Assad. Alors que, je veux dire, dans les forces d'Assad, dans les Mukhabarat, dans les Shabiha, il n'y avait pas que des alaouites. Mais c'est une fâcheuse tendance des sociétés orientales à trouver un bouc émissaire. Au Liban, on a trouvé un bouc émissaire, c'était les Palestiniens, responsables de la guerre. En Syrie, aujourd'hui, ça sera les alaouites qui seront responsables de la guerre et des 50 années de régime d'Assad. L'armée est dissoute. Les retraités, après 2011, les militaires ne touchent plus leur solde ni leur retraite. Il y a une réduction drastique des effectifs dans les administrations qui touche évidemment en priorité les alaouites. Des assassinats ciblés. HTS prétend que ce n'est pas lui, mais des éléments incontrôlés. Mais enfin, à force d'avoir quand même tous ces assassinats un peu partout, on peut quand même essayer de faire un lien quand même entre le nouveau pouvoir et cette masse d'assassinats. Donc les alaouites commencent à redresser la tête. C'était avant-hier, il y a eu lors d'un enterrement d'un alaouite qui a été assassiné, le cher Saleh Mansour, dans la région de la Jablé, qui a fait un discours vraiment très anti-HTS, appelant même le retour de la France, appelant même le retour de l'État des alaouites, cherchant un protecteur. Les manifestations aujourd'hui sont soumises à autorisation. Vous vous souvenez, en décembre, il y avait eu une manifestation à Damas qui regroupait les laïcs.
qui demandait un État laïque. Après cette manifestation, ils ont sorti un karar, ils ont sorti un ordre demandant à ce que désormais toute manifestation soit soumise à autorisation. Évidemment, si vous voulez manifester pour un État laïque, vous n'aurez pas l'autorisation. Il y avait des petites conférences, des réunions qui avaient lieu un petit peu partout à l'époque. Maintenant, il n'est plus possible de faire des conférences. Il y a un ami économiste syrien, Samir Haïta, qui était début janvier en Syrie. Il a voulu faire une conférence à Damas, elle a été interdite, par exemple. Donc, voilà, le totalitarisme s'installe doucement, mais sûrement. Le monde économique est dans l'attente, comme je vous le disais. Ce qui reste d'appareils productifs syriens, de toute façon, ne peut pas faire face à la concurrence turque. Les entrepreneurs liés à l'ancien régime se sont ralliés très, très rapidement, et même des gens qui étaient extrêmement proches. Samer Foz, qui était l'homme de paille de Bachar el-Assad, le propriétaire officiel de l'hôtel Four Seasons à Damas, où se trouvent toutes les agences de l'ONU, ce qui faisait une manne financière pour Bachar el-Assad, entre parenthèses. Il s'est réfugié à un moment donné en Turquie, puisqu'il a double nationalité. Il est revenu à Damas, il a fait allégeance al-Jolani, il a payé quelques dizaines ou centaines de millions pour être réhabilité, et il peut retrouver ses activités. Même chose pour la famille Amcho, qui a contribué à faire sortir l'argent de Maher el-Assad à l'extérieur, qui a aussi racheté son retour en Syrie, parce que Jolani a besoin d'argent pour financer la construction de sa nouvelle armée, en attendant qu'il ait un soutien extérieur. Et puis il a besoin que l'économie reparte rapidement, parce que sinon, évidemment, le mécontentement va croître et le contester. Alors, en conclusion, ce que je peux dire, c'est que sa principale réclamation aujourd'hui, c'est la levée des sanctions pour avoir un soutien économique extérieur. C'est trouver un accord entre la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats pour éviter que l'Arabie Saoudite, notamment, ne finance les groupes du Sud, par exemple, contre son pouvoir. Il semble que ça soit en train de s'arranger, puisque la réunion qui a eu lieu à Riyad, l'Arabie Saoudite, elle aussi, a appelé à lever des sanctions. Vis-à-vis des États-Unis, c'est la paix avec Israël qui est en jeu, et puis la question kurde, pour l'instant en tout cas, puisque l'administration Biden ne voulait pas que les Turcs lancent l'offensive sur les Kurdes. On va voir ce qui se passe avec l'administration Trump, qui est beaucoup plus isolationniste. Mais étant donné que pour Trump également, la sécurité d'Israël est extrêmement importante, je pense qu'il peut maintenir les troupes américaines dans l'est de la Syrie pour avoir un levier sur le nouveau régime, notamment parce que c'est dans cette région que vous avez 90% du pétrole syrien, et quelque chose qui est assez indispensable pour le redémarrage de l'économie syrienne. Bon, même si la production syrienne, 400 000 barils avant-guerre, 100 000 barils aujourd'hui, on est loin des 6 millions de barils de l'Irak ou les 10 millions de barils de l'Arabie Saoudite. Mais en tout cas, une Syrie divisée, c'est tout de même la meilleure protection pour Israël, les États-Unis cherchant à pousser plutôt vers un projet fédéral en Syrie, sur le modèle irakien, ce qui permettrait d'ailleurs aux différentes minorités, druzes, alaouites, kurdes, de conserver une certaine autonomie. Alors, est-ce que Jolani va parvenir évidemment à ses fins ? Après 13 ans de guerre civile, les défis de la reconstruction évidemment sont immenses en Syrie. S'il n'y parvient pas, s'il y a une opposition entre d'un côté Turquie, Qatar et de l'autre Arabie Saoudite, Émirats, et une mauvaise volonté de Jolani à l'égard d'Israël, là on risque de voir le pays replonger évidemment dans la guerre civile avec une fragmentation sur le modèle libyen. Bon, évidemment, les Syriens, ils ont envie de croire à la paix, ils ont envie de croire à la reconstruction du pays, ils s'attendent à ce que les milliards viennent du Golfe. Là, je crois qu'il ne faut pas trop y compter, parce que les pays du Golfe, c'est plus des philanthropes comme par le passé. Et puis, le destin de la Syrie, de toute façon, échappe aux Syriens. Ça fait depuis le début de la guerre civile, quasiment, qu'elle a échappé aux Syriens avec cette confrontation entre les différentes puissances régionales qu'il faut replacer dans le cadre de l'affrontement entre l'OTAN, les pays occidentaux, et puis l'axe eurasiatique, Russie, Chine, Iran. Jolani, c'est l'homme de la Turquie. Il veut imposer un totalitarisme islamique.
il est très habile, et évidemment, il n'annonce pas son plan. Mais quand il dit, par exemple, qu'il va repousser la constitution de la Syrie à 3 ans, et puis ensuite des élections de la 4e année, alors certes, le pays est détruit, il faut faire un recensement, etc. D'accord. Mais en fait, il faut voir là derrière sa volonté de ne pas faire de constitution pour la Syrie. El Destour, la Constitution, c'est la colonne vertébrale de l'État-nation. Or, idéologiquement, il est contre l'État-nation. Il est pour l'Oumma, il est pour la communauté des croyants. Et par conséquent, il vaut mieux repousser évidemment ce projet le plus loin possible, déjà pour ne pas mécontenter les groupes qui sont autour de lui, qui sont membres d'Al-Qaïda et dont il a absolument besoin pour s'imposer à la tête de la Syrie. Après, il ne peut pas dire qu'il ne veut pas de constitution, parce que là, du côté occidental, on commencerait vraiment à se poser des questions sérieuses sur son compte. Est-ce qu'il va évoluer dans le futur? C'est quelqu'un qui paraît assez pragmatique, qui est assez pragmatique. Effectivement, il a appris des erreurs de Daesh, mais ça reste pour moi quand même un islamiste qui veut imposer un projet islamiste en Syrie dans le cadre d'une Syrie centralisée. C'est ça, c'est son objectif. Est-ce qu'il en aura les moyens? Ça, c'est la question.